RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le grand journal. Barthélémy. À la une, prévention et gestion des inondations, conseil interministériel à l'instant. Le Premier ministre et son gouvernement qui peaufinent des stratégies pour faire face au phénomène. Une rencontre qui arrive au moment où la psychose et l'inquiétude s'emparent des populations des localités ou zones souvent victimes d'inondations. Nous irons à Kermassar Nord, à Malika puis à Ziguinchor. Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon, première rencontre après des mois de relations à distance entre PASTEF et la France. Cette rencontre entre le Premier ministre du Sénégal et le fondateur de la France insoumise est symbolique à plusieurs titres, note un docteur en sciences politiques. La visite du président Bassirou Diomaye Faye au Nigeria, il a quitté Dakar ce matin. À Medina Baye, les Nigérians, rencontrés par Fatou Mbow, notre correspondante, fondent beaucoup d'espoir sur ce déplacement du chef de l'État sénégalais chez eux. Le premier souci, à leur avis, est lié aux tracasseries transfrontalières entre les pays de la sous-région. Nos rendez-vous hebdomadaires, le journal international, le sport et la revue de la presse, gestion des inondations. Quelle stratégie le nouveau régime doit-il mettre en œuvre pour faire face au phénomène? Élément de réponse dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Rendez-vous tout à l'heure en fin de journal. Aliouba est à la technique de ce journal. Notez d'abord que le lutteur Lac de Guiers 2 a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye ce matin. Il est poursuivi pour escroquerie au visa. Papi Cissé de son vrai nom. Lac de Guiers 2 a fait l'objet donc de plusieurs plaintes. Le lutteur a été arrêté en même temps qu'un de ses bras droits. Démantèlement de sites d'orpaillage clandestins dans la région de Kédougou. Les forces de défense et de sécurité ont démantelé le site de Sansamba. Un important lot de matériel a été saisi. Les 18 personnes interpellées ont été déférées ce matin. Ibrahima Diabakhate. Les opérations de démantèlement des sites d'orpaillage clandestins initiées par les forces de défense et de sécurité se poursuivent toujours dans la région de Kédougou, particulièrement dans le département de Saraya. Après celle de Bagué dans la commune de Missira-Sirimana la semaine dernière, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya viennent de démanteler l'un des plus grands sites d'orpaillage clandestins situé le long de la Falémé à hauteur du village de Sansamba dans la commune de Bembou. 18 personnes ont été interpellées, dont 16 ressortissants burkinabés et 2 maliens en garde à vue à la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya. Ils seront déférés cet après-midi au parquet de Kédougou. Un lot important de matériel a été également saisi par les gendarmes, composé de 17 motos à 2 roues, 4 motopompes, 3 groupes électrogènes entre autres et 21 grammes d'or. Ces opérations de sécurisation vont se poursuivre dans toute la région de Kédougou, notamment le long de la Falémé, envahie par des activités d'extraction illégale de substances minérales et d'altération du domaine forestier. Ibrahima Diabakhate, Saraya, RFM. RFM, partout, tout le temps. À midi 4 minutes, je vous l'annonçais, ce conseil interministériel à l'instant pour se pencher sur la prévention et la gestion des inondations pour le compte de l'hivernage 2024. Le Premier ministre et son gouvernement donc qui peaufinent des stratégies pour faire face au phénomène. Un conseil interministériel donc qui arrive au moment où la psychose et l'inquiétude s'emparent des populations de Kermassar Nord et Malika, des zones victimes d'inondations à chaque hivernage. Le maire de Kermassar Nord a d'ailleurs pris la parole pour adresser un message aux autorités, message fait de sollicitation. Le préfet du département, lui, rassure la population. Aminata Ba a suivi le préfet et le maire en tournée à Malika, puis à Kermassar Nord. Les lenteurs notées dans la réalisation des ouvrages de lutte contre les inondations plongent les habitants de Kermassar Nord et ceux de Medina Malika dans une inquiétude totale. Mamadou Sow, sinistré, subit les désagréments des eaux pluviales au quotidien. C'est là où je vis parce que je n'ai pas d'autre choix. Cette eau vient des canaux d'évacuation. Ils ont transformé nos maisons en déversoirs. Si les autorités ne font rien d'ici le prochain hivernage, la situation sera pire. Nous voulons vraiment que cette eau soit évacuée. Adamassar, lui, s'inquiète du non-achèvement des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales au niveau des points critiques de Taoufir, Santayala ou encore Amdalaï de Kermassar Nord. Il est le maire de la commune. Il y a des travaux qui ont été entamés et depuis presque très longtemps, ces travaux-là n'ont pas avancé. Donc les entreprises quand même nous ont carrément dit que le problème est réglé, que ces travaux-là vont continuer. Nous demandons l'État de renforcer en tout cas les financements qui ont été faits sur les inondations dans la commune de Kermassar Nord et de manière plus générale même dans le département de Kermassar. Le préfet de Kermassar rassure Babacar Ndiaye. Réajuster notre dispositif de riposte pour prévenir et éventuellement gérer des inondations en ce qui concerne l'hivernage à venir. Les populations ont évoqué beaucoup de préoccupations. Des réflexions seront menées pour qu'on puisse arriver à
corriger tous ces manquements. Promoville, ADM, ONAS et ses services compétents de l'État se sont tous mobilisés pour s'impliquer davantage dans la lutte contre les inondations dans le département de Keur Massar. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Les inondations, pas seulement à Dakar, plusieurs localités sont souvent touchées. C'est le cas à Ziguinchor qui enregistre le plus souvent une forte pluviométrie. Beaucoup de quartiers de la commune, Goumel, Belfort, Boudodi, Koloban ou encore Kandialang, pataugent à chaque hivernage. Sur place, Lamine Ba, c'est déjà l'inquiétude. La commune de Ziguinchor est sujette à des inondations depuis des années. Beaucoup de quartiers sont sous l'emprise des eaux à chaque hivernage. C'est le cas à Koloban, Belfort, une partie de Boucotte, Kandialang, Boudodi et surtout Goumel. Avec l'approche de l'hivernage, c'est le stress qui s'installe chez les nombreuses familles qui ont élu domicile dans ces quartiers précités. Au-delà de l'explication liée au fait que la plupart de ces quartiers sont assis sur des surfaces marécageuses, la mauvaise canalisation de la ville ne milite pas en faveur d'une bonne évacuation des eaux de pluie avec les fortes précipitations qu'enregistre la ville de Ziguinchor. Quand il a été élu maire de la ville, Ousmane Sonko, qui s'était déplacé sur ces zones sujettes à inondation, avait prévu de dérouler un plan de lutte contre les inondations à travers des investissements structurants, mais sa démission de la tête de l'institution municipale pourrait retarder la mise en œuvre de ce projet qui tient à cœur les impactés des inondations. Des spécialistes en aménagement ont souvent évoqué des difficultés à ériger un réseau d'évacuation des eaux pour Ziguinchor du fait de la complexité du terrain. Une situation qui a toujours poussé les victimes des inondations à solliciter une implication des autorités centrales aux côtés de l'institution municipale pour prendre en charge le problème. Mais cette requête ne semble pas encore retenir l'attention des autorités au plus haut niveau. Mais déjà à l'échelle régionale, les autorités soutiennent avoir pris un certain nombre de recommandations sanctionnant le comité régional de développement consacré justement à la gestion et à la prévention de ces inondations. Reste à voir si les moyens seront déployés pour donner forme à cette volonté de faire face à la situation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futurs Médias. Mewan, les agriculteurs et autres populations des villages impactés par les ICS Mboro qui décident de bloquer toutes les installations de la société pour exiger le paiement intégral des impenses. Ils en ont profité pour dénoncer le déversement de produits toxiques par les ICS dans leurs champs devenus inexploitables. Charante Diop. Les populations de plusieurs villages de Mewan se sont fortement mobilisées pour barrer toutes les issues qui mènent à la mine des ICS pour exprimer leur colère. Cheikh Fall est le coordonnateur de la force pour le développement de la commune de Mewan. Nous allons vraiment recourir à ce que nous avons, nous regrouper et de bloquer, n'est-ce pas, les installations des ICS jusqu'à ce qu'ils nous payent, n'est-ce pas, ces indemnités-là. Ces agriculteurs fustigent la proposition d'indemnisation des ICS. Les dégâts commis au niveau des sondages devaient être payés avec un barème sur la base de 6,5 millions à l'hectare. Et une première partie, on a payé certains sur cette base. Et à notre grande surprise, malheureusement, ils n'ont pas respecté leur engagement. Au lieu de payer sur la base du barème de 6,5 millions, ils ont proposé de retourner à l'ancien barème, à savoir 1,50 million francs à l'hectare. Les habitants de ces villages, Ngaham, Dayandiop, Ndiop, Ndayandakar, Ndombin, dénoncent l'inaction des ICS face aux dangers des produits toxiques qui ont détruit tous les champs. On ne peut pas produire d'arachide, manioc, les manguiers ne produisent plus, anacardier, l'environnement est totalement pollué. Il a fallu l'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Mewan pour lever le blocus. Une rencontre est prévue ce vendredi à la gouvernance de Thiès entre les différentes parties pour décanter la situation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, nous restons dans la zone, dans cette région de Thiès, à Tivaouane, pour parler de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy, qui occupe encore le devant de l'actualité. Cette semaine, vous l'avez certainement entendu sur cette antenne, la mort d'un jeune Jakartaman dont les proches accusent les responsables de la structure sanitaire et menacent même de porter plainte pour négligence. Un petit rappel des différents événements qui ont secoué cet hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane avec Awambaye. L'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane sous les feux des projecteurs. D'abord, un sombre soir du 25 mai 2022, 11 bébés calcinés dans un incendie provoqué par un court-circuit au service de néonatologie. Des accusations de négligence du personnel de garde sont relayées dans la presse et les réseaux sociaux. Un accident qui a créé une vive émotion qu'il fallait calmer. L'ancien chef de l'État, Macky Sall, limoge son ministre de la Santé d'alors, Abdoulaye Diouf Sarr, est remplacé par la directrice
directrice générale de la santé, le docteur Marie-Khémesse Ngom. Le procureur, près le tribunal de grande instance de Thiès, s'autosaisit du dossier. 3 agents de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh sont arrêtés lors de l'enquête. Une sage-femme, une infirmière et les responsables des ressources humaines. Après un long mouvement d'humeur de l'intersyndicale de l'établissement, ils sont libérés quelques mois après. Cette semaine encore, ce même hôpital est encore accusé de négligence médicale après la mort d'un jeune Jakartaman qui, selon ses proches, avait passé 2 semaines dans cette structure de santé sans soins. Le personnel médical bat en brèche ces allégations et parle d'une complication survenue au cours de l'intervention chirurgicale comme cause du décès. La famille et les proches du Jakartaman décédé menacent de porter plainte contre l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane pour négligence. Auparavant, cette structure sanitaire a eu à être secouée par une affaire présumée de détournement de 60 millions de francs CFA. Le comptable était visé et l'hôpital a voulu étouffer l'affaire et la gérer en interne. Midi 12 minutes, la suite du journal avec ces dysfonctionnements qui ont été notés plutôt sur le service Woyofal de la Sénélec. Vous l'avez certainement constaté, les clients étaient dans l'impossibilité d'effectuer des rechargements. La société d'électricité explique cette situation par une panne donc d'un câble, mais elle assure que la situation est revenue à la normale depuis ce matin. Mariam Thiam Sey, la directrice de la communication et du marketing de la Sénélec, elle s'est confiée à Elad Goudjen. Je commencerai par présenter toutes nos excuses à l'ensemble de la clientèle de Sénélec pour ce désagrément indépendant de notre volonté. En effet, hier vers 18h, à la suite d'un incident technique sur la fibre optique, le service d'achat de Woyofal, via nos partenaires, était momentanément indisponible. Nous avons pu orienter les clients vers les boutiques Woyofal situées un peu partout à travers le Sénégal. Et je peux vous confirmer que depuis ce matin, 7h50, les travaux ont pris fin et le service a totalement repris. Nous réitérons toutes nos excuses à l'ensemble de la clientèle. Mariam Thiam Sey, directrice de la communication et du marketing de la Sénélec, direction Diofior. Diofior, où le khalife général des Khadres a fait face à la presse, il s'est prononcé sur les divergences notées au sein de la famille. Certains refusent de le reconnaître comme khalife en raison de son jeune âge, une attitude qui regrette Cheikh Sid El Khayr, qui a été intronisé en 2022 à Nimzat suite au rappel à Dieu de Cheikh Khaya. Aminata Goudiaby. Un communicateur traditionnel bien excité qui fait la généalogie de la famille de Cheikhna Cheikh Sadbou Aïdara. Il cite les différents khalifes qui se sont succédés. Doomu Cheikh Bounana, doomu Cheikh Talibou, doomu Cheikhna Cheikh Sadbou. Du khalife général Koul Qadir, du porteur de la Mama, yore Amama Cheikhna Cheikh Sadbou, yore Martouma Cheikhna Cheikh Sadbou. L'instant est solennel. Dans cette grande salle de la résidence de Diofior, le khalife général des Khadres, Chérif Cheikh Sid El Khayr Aïdara, s'adonne à un exercice de mise au point. Depuis le rappel à Dieu de Cheikh Khaya, la famille est secouée par des querelles et des attitudes qui créent la division. Certains même pensent qu'il y a plusieurs khalifes généraux des Khadres, mais ce n'est pas possible. Nous en avons qu'un seul. Une polémique sur son âge jugé jeune et nourri depuis son intronisation, et selon lui, l'islam a déjà réglé cette question. Il n'est écrit nulle part que dans l'islam que seuls les plus âgés peuvent diriger. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'était pas le plus âgé de sa génération et de sa famille. Et pourtant Dieu en a fait un prophète. Ces gens qui s'agitent doivent être cohérents. Chérif Cheikh Sid El Khayr Aïdara est le fils de Cheikh Bounana Aïdara. Il est devenu khalife général en 2022. Il revient sur les circonstances de son intronisation. Quand mon père est décédé en 2016, c'est son jeune frère Cheikh Khaya qui l'a remplacé. Il est resté khalife jusqu'en 2022. Moi, ce sont 7 des 11 familles de la lignée de Cheikh Talibia qui m'ont choisi devant une commission envoyée par l'État. Je n'étais même pas demandeur. Ils ont leur raison pour me choisir. Le khalife a selon lui tenu à faire cette déclaration à Diofior. C'est la seule localité au Sénégal où son père Cheikh Bounana a eu une résidence et y a vécu pendant plus de 60 ans. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, notez que le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, qui a donc demandé aux talibés fidèles musulmans de réciter le Coran les vendredis 17 et vendredi 24 mai prochains. C'est pour la paix et la stabilité du pays. Midi 15 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. RFM midi.
Jean-Luc Mélenchon en visite au Sénégal. Le fondateur du parti La France Insoumise a donc démarré une visite de 4 jours depuis hier au Sénégal sur invitation du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Jean-Luc Mélenchon est donc la première personnalité politique française à être reçue par le nouveau régime. Mais peut-on parler de diplomatie parallèle? Quels sont les enjeux de cette visite? Réponse avec des spécialistes des relations internationales dans ce dossier réalisé par Anna Rocha. Après plusieurs mois de relations à distance, PASTEF et la France Insoumise officialisent. En effet, c'est la première rencontre physique entre Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon. Et elle est symbolique à plusieurs titres. Mais le journaliste et docteur en sciences politiques René Massiga Diouf y voit juste un signe de renforcement de partenariat entre les deux formations politiques. Dans la mesure où la France Insoumise a aidé le parti PASTEF lorsque celui-ci était dans l'opposition, dans une opposition en tout cas virulente à l'égard du pouvoir en place, et que par conséquent c'est une visite d'approfondissement, de partenariat et en même temps de révision de certains nombres de principes qui pourraient les lier dans le futur. Cette visite ne peut pas être considérée comme étant une diplomatie parallèle dans la mesure où seul l'État peut revendiquer en quelque sorte les liens diplomatiques avec un État. C'est l'État qui est détenteur du savoir diplomatique, détenteur de toutes les ressources diplomatiques, et que par conséquent tout ce qui se fait en dehors de l'État ne peut être considéré comme de la diplomatie. Ali Farindiaï est spécialiste en géopolitique et pour lui aussi cette visite reste dans le cadre privé et ne peut nullement faire de l'ombre à la diplomatie du chef de l'État. Là on parle de relations entre partis politiques, d'autant plus que M. Mélenchon n'est pas membre de l'exécutif français. C'est un membre de l'opposition française et par conséquent, on ne peut pas donc parler d'impact diplomatique. Si le parti que dirigeait M. Mélenchon était au pouvoir en France et où on est dans un schéma de cohabitation, là on pourrait parler peut-être de probables malentendus qui pouvaient se faire. Mais à partir du moment où M. Mélenchon est dans l'opposition française et que Ousmane Sonko ici est leader de parti, il peut y avoir des convergences de vie en tant que parti partenaire qui partagent un certain nombre de préoccupations. Et cela a toujours existé, parce que les partis de l'international socialiste se sont toujours soutenus, comme les partis de l'international libéral se sont toujours soutenus, et sans pour autant que cela n'impacte les relations entre ces pays-là. Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon vont animer cet après-midi un débat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar consacré aux relations entre l'Afrique et l'Europe. Anna Rocha, la visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye au Nigeria, il a quitté Dakar ce matin. À Medina Baye, les Nigérians rencontrés par Fatou Mbow, notre correspondante, fondent beaucoup d'espoir sur ce déplacement du chef de l'État chez eux. Le premier souci, à leur avis, est lié aux tracasseries transfrontalières entre les pays de la sous-région. Correspondance. Hassan Cissé a été visiblement ému à l'annonce de la visite du président sénégalais au Nigeria, nouvellement installé au pays de la Teranga. Ce Nigérian exprime son appréciation pour l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes très contents. Entre le président au Sénégal, au Niger, c'est très bien quand même. Ils sont jolis comme ça. Nous sommes très contents. Le président des Sénégalais, ils parlent ensemble, c'est très bien. Pour Sohaïbou, un vendeur de chapelets et de thé parfumé dans l'enceinte de la grande mosquée, lutter contre les tracasseries transfrontalières est d'une importance capitale malgré un sentiment de satisfaction partagé. Il y a les gens qui souffrent. S'ils sortent chez eux, à la traversée où il y a les frontières, oui. Tu vas trouver ici, on te donne quelque chose. Arriver là-bas, là, ça pas même 10 kilos, on te donne quelque chose aussi. Avant que tu arrives où tu vas, ton argent est tout fini. Hein? Je ne sais pas ça c'est quoi. Aussi que c'est la même CEDEAO, c'est la même africaine. Les habitants attendent une collaboration efficace entre les deux pays pour le bien-être des populations. Travailler ensemble, c'est bon. Tu vas travailler ensemble, c'est très bien. Nous sommes très contents. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on attend. Hein? C'est ça qui est plus mieux pour nous. La communauté nigériane établie à Medina Baye applaudit la rencontre entre les deux chefs d'État ce jeudi au Nigeria. Fatumbo Kaulak, Radio Futur Média. Fatumbo, merci. Après le Nigeria, le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, doit ensuite se rendre au Ghana. Toujours, c'est dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail. Midi 20 minutes. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour Georges Diop. Bonjour Barthélémy Ngom. En Mauritanie, 2 morts dans le crash d'un avion militaire. Accident survenu hier à Attar dans le centre-ouest du pays selon un communiqué de l'armée publié sur son site. Les 2 victimes sont le capitaine pilote et un élève pilote selon toujours le communiqué. L'avion qui appartient à l'école militaire d'aviation d'Attar, ville située à 440 km au nord de la capitale Nouakchott, a subi un dysfonctionnement technique lors d'un vol d'entraînement de routine entraînant sa chute et son écrasement immédiat. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident. La présidentielle mauritanienne, l'ex-chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz, condamné en décembre dernier en première instance à 5 ans de prison, a déposé hier au Conseil constitutionnel son dossier de candidature. Au total, 8 candidats ont déposé leur dossier. Parmi eux, l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'opposant Biramda Abid. Les candidatures devront être validées par le Conseil constitutionnel avant la fin du mois. L'élection présidentielle est prévue le 29 juin. Au Burkina Faso, les dates des assises nationales connues. Elles sont prévues les 25 et 26 mai. Le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité a convoqué les forces vives de la nation afin de statuer sur la suite à donner au processus de transition politique censé prendre fin le 1er juillet 2024. Des assises nationales qui feront un bilan de cette transition depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré il y a 1 an et demi. Nous restons au Burkina Faso où l'armée a annoncé avoir tué des dizaines de terroristes dans le nord-ouest du pays. Au moins 33 terroristes ont été neutralisés lundi par une équipe de volontaires pour la défense de la patrie dans la région de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, a rapporté mardi la presse locale. L'armée burkinabé, citée par l'agence d'information de Burkina, a précisé que des VDP de Tanzila, dans la province de Banwa, pris pour cible dans une attaque terroriste, ont vigoureusement repoussé les assaillants, neutralisant 33 d'entre eux. Un supplétif de l'armée a été blessé lors de cette opération. Selon l'AIB, les combattants volontaires ont également réussi à récupérer du matériel, notamment une mitrailleuse de type PKMS et des véhicules. Cependant, dans leur fuite, les rescapés terroristes ont tiré sans discernement sur la population sans défense, tuant 6 civils et blessant un enfant selon l'agence. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. La suite, Georges, c'est le Bénin qui autorise le premier navire à charger le brut nigérien dans ses eaux. Sur la plateforme de Sémé-Podi, une autorisation ponctuelle et provisoire. Elle fait suite à une lettre adressée par la douane nigérienne à l'administration béninoise. L'opération devrait démarrer ce jeudi et durer 36 heures. L'embarcation dispose d'une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils. En Tunisie, 2 journalistes maintenus en détention hier mercredi. Cela fait suite à une série d'arrestations visant les détracteurs du gouvernement, y compris les avocats et la presse. L'activiste Sadia Mosba, le caméraman de France 24 Hamdi Tibili et l'avocate Sonia Dahmani figurent parmi les personnes arrêtées ou détenues ces derniers jours. Selon le club des correspondants étrangers en Afrique du Nord, le caméraman de France 24 a été libéré sans avoir été inculpé. En France, pour terminer, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu contesté par la famille d'Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation. Non-lieu prononcé en août 2023 en première instance en faveur des gendarmes qui l'avaient interpellé. Merci beaucoup Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Gestion des inondations, quelle stratégie le nouveau régime doit-il mettre en œuvre pour faire face? Éléments de réponse avec nos 2 intervenants dans la rubrique Point de vue. Nous serons avec Abdul Aziz Faye, le coordonnateur national de la plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement, et Babacar Mbaye-Ngaraf, président de la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue.
Le sport, c'est avec Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Barthélémy. Tournoi de l'UFOA, une belle occasion pour promouvoir le foot féminin. Avec 8 pays qui vont prendre part à cette compétition de l'UFOA A chez les dames, une compétition réservée aux moins de 20 ans, le Sénégal abrite le tournoi. Cheikh Tidiane Diagne revient sur les enjeux de cette compétition. Seynindir Seck, responsable du football féminin au niveau de la zone, estime que ce tournoi zonal aiderait à rehausser le niveau des joueuses. Cette fois-ci, on a 8 pays, donc ça montre que tous ces pays-là sont vraiment prêts et engagés à développer le football féminin et donnent l'opportunité à ces jeunes filles de participer à des tournois de ce genre. Je ne peux que m'en réjouir parce que je pense que ça ne fera que faire progresser les filles et ce sera très important pour la relève pour nos équipes. Aussi, avertit-elle, le jeu est ouvert. Seynindir voit le Sénégal détenteur du trophée en favori, mais rien n'est gagné d'avance face à des adversaires en net progrès. Bon, tu sais, c'est un tournoi zonal. Il va y avoir beaucoup de rivalités. On a à côté la Gambie, on est dans la même poule. On a le Mali dans la même poule. Donc forcément, ça va pas être quelque chose de simple. C'est des pays qui s'investissent beaucoup, qui ont eu à participer au tournoi des éliminatoires de la Coupe du Monde en U20. Et aujourd'hui, le Mali et le Sénégal, c'est les 2 pays de la zone qui sont qualifiés pour la prochaine CAN. Donc je pense que ça va donner. 8 sélections sur 9 prendront part à ce tournoi de football féminin. Seul le Cap-Vert ne sera pas au rendez-vous. A préciser que le tournoi se déroule à Kies, au Stade Lat Dior, du 20 au 30 mai prochain. Oui, Malal, et nous poursuivons ce journal des sports pour parler de la violence qui mine les stades de la Ligue 1. Pour arrêter le phénomène, eh bien, la Ligue de sport, la Ligue professionnelle a sanctionné 4 équipes. 4 équipes, le Jaraaf de Dakar, l'équipe de l'AS Pikine, Guédiawaye Football Club, mais également l'équipe leader de cette Ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC. Toutes ces 4 équipes ont été condamnées à jouer des matchs à huis clos. Il y en a même qui ont reçu des sanctions pécuniaires pour mettre fin à cette violence qui a fini de gagner tous les stades du Sénégal ou bien toutes les grandes affiches de la Ligue professionnelle, une situation qui n'aide pas à mieux promouvoir cette Ligue professionnelle de football sénégalaise sur le Tcham. Des sanctions que les présidents des comités de supporters des clubs concernés fustigent à 3 journées de la fin du championnat. Pape Ndiaye Handjo, président du comité de supporters de Teungueth Football Club. C'est pas normal, ces sanctions, nous ne les acceptons pas. Nous les dénonçons et nous allons les combattre. D'ailleurs, le club a saisi la Ligue professionnelle pour qu'on l'enlève. Vous savez qu'ici à Ngalandou Diouf, il n'y a jamais eu de problème. Et ce championnat-là aussi, il ne faudrait pas oublier que les supporters sont en train de jouer un rôle important. Nous, Teungueth FC, on prépare la dernière journée contre Stade de Mbour. Ce qu'on veut, c'est que ce soit la fête et qu'on nous amène ici les titres parce que nous allons gagner le championnat dans la paix. Du côté du Jaraaf, Ziggy, le chargé de communication de ce comité, souligne que le club de la Médina ne mérite pas cette sanction. Parce que si on fait la genèse de ce match, c'est-à-dire le Jaraaf de Dakar contre le Teungueth Football Club, une semaine avant, le Jaraaf a voulu anticiper. On avait anticipé en prévenant Teungueth FC qu'on leur autorise le déplacement que de 150 supporters. Parce que connaissant l'étroitesse du stade de Ngor, qui est différent du stade Iba Mar Diop, on a vu que il y a eu des incidents, ce qu'on ne peut pas comprendre au niveau du Jaraaf de Dakar. Où est-ce que notre responsabilité a été engagée? C'est pour cela qu'on trouve que les sanctions sont sévères. Ces sanctions biaisent quand même la course au titre. Moustapha Seck, président du comité de supporters de l'AS Pikine, trouve que si la Ligue persiste sur sa décision, ce sera en quelque sorte un sabotage. Des sanctions vraiment démesurées de la part de la Ligue sénégalaise de football professionnel parce que des clubs comme Pikine, Guédiawaye, Teungueth FC, le faire jouer à huis clos, c'est tuer le championnat parce que ce sont des clubs qui font de leur mieux pour apporter le maximum de supporters et les aider à rendre le championnat attractif. Donc c'était des sanctions vraiment pas inutiles à 3 journées de la fin du championnat. À 3 journées de la fin du championnat, le titre de champion de Ligue 1 se dispute entre le leader Teungueth Football Club avec 46 points et le Jaraaf de Dakar, son dauphin, qui est à 41 points. Sodetia Malal, on parle du tournoi du judo de Saint-Louis, le comité d'organisation sans moyens. Sans moyens, sur les 37 millions de budget prévus, seul 1% est bouclé. Une situation difficile pour cette 24e édition, d'où l'appel de Ngor Faye, président du comité d'organisation du tournoi international de judo initié par Feu Mbaye Boy Fall.
Participants, nous avons les pays de la sous-région, la Mauritanie, les deux Guinées, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. Il y a la Gambie. Il y a aussi le Gabon et le Congo qui sont déjà au Sénégal. Ils ont participé au tournoi de Amagelo. Mais c'est-à-dire nous avons un budget de 37 350 000 francs. Nous sommes à 1% de ce budget, c'est-à-dire on attend encore les fonds des partenaires qui vont peut-être soutenir ce tournoi. Les nouvelles autorités, bien sûr. Bon, c'est-à-dire que ce sont les nouvelles autorités, en l'occurrence la première personnalité du sport, donc Madame ministre des Sports. Voilà Barthélémy, c'est tout pour les actus sport. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse de ce jeudi avec Georges Déthié-Diop. Va-t-on vers un traitement judiciaire du rapport de la Cour des comptes sur le fonds Covid-19? Tout porte à le croire. Le quotidien pour qui l'État déconfine le dossier rapporte qu'en Conseil des ministres hier, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a fait le point sur l'affaire. Tribune renchérit que le ministre de la Justice vise les braconniers des 1000 milliards de la Covid. Pour Vox Populi, le garde des Sceaux polie le glaive de la justice. Selon le confrère, Ousmane Diagne dépoussière le rapport de la Cour des comptes sur les 1000 milliards de la Covid-19. Toujours en Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a procédé à plusieurs nominations. Des nominations à tout va, indique le Témoin. Source A en liste quelques-unes. Aïda Mbodj à la DER, Habib Sy, PCA de Sénélec, Toussaint Manga à la tête de la LONASE, entre autres. D'autres alliés nommés, Dambodj, Seydina Omar Touré, Mariem Sodandiaï, entre autres, casés, relève le Témoin. Pour l'AS, les alliés sont mis sur orbite. Parmi ceux qui sont relevés de leurs fonctions, Yahambaye, limogé du Soleil, Yero Moussa Diallo de l'agence judiciaire de l'État, Ababakar Sedir Bey perd la NSD, Kibili Touré saute de la Sonacos, Tening Faye, maire de Ndiaganiao et tombeur de Bassirou Diomaye Faye lors des locales à la trappe. Cheikh Bahoum balaye une curiosité relevée par l'Observateur dans les dernières nominations. Bassirou Diomaye Faye a limogé un directeur général qui n'est plus en fonction depuis janvier 2023. En tous les cas, pour Sud Quotidien, le coup de balai se poursuit. Du côté de l'Alliance pour la République, l'info nous apprend que l'on mobilise les bases. Le journal informe qu'après sa déroute du 24 mars, l'Alliance pour la République sort de sa torpeur et s'engage dans une vaste opération de remobilisation de ses bases à travers une tournée de remerciements entamée dans les régions de Tambacounda et de Kaffrine. Le délai pour la baisse du coût de la vie, pas de mai, ce 15 mai. Titre Besbi le jour en Conseil des ministres. Hier, le Premier ministre a promis un rapport après des concertations avec les acteurs. Walf Quotidien parle d'ambition à la baisse. Le SAMES, lui, ne revoit pas ses ambitions à la baisse. Au contraire, l'Observateur fait état d'une déclaration de guerre des médecins. Le secrétaire général du SAMES déclare dans l'Obs qu'il n'y a rien qui puisse expliquer qu'il fasse pédale douce. Pour Mamadou Dembandour, il faut que l'État revienne à la table des négociations et sans délai. L'Observateur qui livre par ailleurs les secrets de l'arrestation de Abdoulaye Seck pour trafic international de cocaïne. Même sujet à la page de titre de Besbi le jour. Cité dans l'affaire des 18 kg de cocaïne, le fils de Idi arrêté. Abdoulaye Seck, une vie agitée en coup d'œil dans Source A. Sonko, Mélenchon et les droits des LGBT. Une alliance contre nature. L'homme est attaché à la loi Taubira de 2013 relative au mariage pour tous. Dans son compte X le 12 mars 2021, Sonko promettait en ces termes: si je suis élu président du Sénégal, la loi criminalisant l'homosexualité sera l'une des premières que je ferai voter. Mam Maktar Gueye de l'ONG Diamra confie à Source A: il n'a qu'à recevoir Pharaon s'il veut, si ce dernier devait ressusciter. Nous ne changerons pas, ajoute-t-il, l'homosexualité est bannie par 16 fatwas du Coran. Les sports pour terminer à la une de Record. Angleterre, course à l'Europe. Jackson pourchasse Pape Matar. À la page de titre du quotidien Stade, Europe, meilleur buteur sénégalais de l'histoire, Sadio en tête devant Nyang, Papis, Bokandé, Demba. À vos kiosques et bonne lecture. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à point de vue, gestion des inondations. Quelle stratégie le nouveau régime doit-il mettre en œuvre pour faire face? Pour en parler, nous sommes avec Abdoul Aziz Faye plutôt, excusez-moi, Abdoul Aziz Faye. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Coordonnateur national de la plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement. Notre deuxième intervenant, Babacar Mbaye Ngaraf. Monsieur Mbaye, bonjour.
Bonjour Barthélémy. Président de la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue. Alors, le prétexte de ce débat est lié un peu à ce conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations qui se tient ce jeudi. Le gouvernement, donc, qui est en train de peaufiner des stratégies pour lutter contre le phénomène. D'abord, Abdul Aziz Faye, le coordinateur national de la plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement. On sait les inondations et leur lot de conséquences sur le plan socio-économique. Depuis des années, pratiquement tous les régimes qui se sont succédés donc à la tête de ce pays élaborent des programmes, des projets et tout pour faire face au phénomène, mais phénomène toujours là. Et avec l'hivernage qui s'annonce, on voit déjà la psychose qui s'empare des populations qui occupent les zones souvent touchées par ces inondations-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que depuis ce qui se fait sur le terrain vous convient comme étant donc un début de solution avant d'arriver aux attentes? Voilà, merci Barthélémy. Bonjour à tous et bonjour à mon co-débatteur et bonjour aussi aux auditeurs de la RFM. Je crois que vous avez tellement bien posé le problème au point qu'effectivement aujourd'hui on se rend compte que dans la gestion de ces inondations, il y a eu pas mal de manquements. Effectivement, ces manquements vont effectivement au niveau de des stratégies que les gouvernements ont mis en place, parce qu'en général, c'est des solutions conjoncturelles, c'est pas des solutions à long terme. Et voilà, donc la répétition, c'est qu'à chaque année encore, on essaie encore de voir comment est-ce qu'on peut faire pour lutter, en tout cas contre des problèmes récurrents. Moi, je crois que la solution n'est pas, la stratégie utilisée par ce gouvernement n'est pas la bonne stratégie. Parce qu'aujourd'hui, avec la surpopulation, avec l'urbanisation exponentielle de certaines zones, moi, je crois qu'il faudrait une politique d'assainissement très accrue pour en tout cas parer à ces éventuels. L'assainissement, c'est une chose extrêmement sérieuse. On ne peut pas du jour au lendemain vouloir assainir une zone où effectivement les populations se sont déjà installées. Oui, c'est là où se trouve le problème, parce que les populations se sont déjà installées. Ce sera difficile de les soulever pour engager des projets d'assainissement. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il nous faut des solutions véritablement, des solutions à long terme. Des solutions structurelles, parce que aussi l'État, le gouvernement, l'État c'est une planification. Dès l'instant qu'effectivement ces gouvernements-là sachent qu'effectivement aujourd'hui il y a une population qui s'installe dans des zones, la première chose à faire, moi je crois que c'est qu'il faudrait assainir la zone d'abord avant que les populations ne s'y installent. Mais aujourd'hui, avec le rythme d'occupation des terres, vous me direz que c'est extrêmement difficile parce que déjà les gens sont déjà installés. Mais aujourd'hui, il nous faut aussi d'autres stratégies véritablement opérationnelles pour que ces problèmes d'inondation-là puissent être enrayés de manière définitive. Et ces stratégies, il nous faut de gros moyens. Maintenant, les gouvernements passés, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait des efforts. Ils ont fait des efforts. Peut-être que c'est dans la mise en œuvre avec la gestion des fonds dédiés à cet assainissement-là où il y a pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, je crois que le fond du problème est extrêmement important, est extrêmement délicat au point que aujourd'hui, si on veut enrayer carrément ces inondations-là, il nous faut d'autres stratégies et d'autres méthodes beaucoup plus sévères. Maintenant, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Les populations sont déjà installées, mais aujourd'hui, installées dans une zone où pendant l'hivernage, vous vivez la psychose avec tout ce que cela comporte comme conséquence au niveau de ces inondations. Mais je crois que essayer de avoir des solutions, avoir des stratégies hardies pour pouvoir régler le problème en un seul coup serait la meilleure solution. La meilleure solution. C'est extrêmement difficile. Ce sera difficile. Population, mais c'est la seule solution, de mon point de vue, qui paraît la plus durable. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Faye. Babacar Mbaye Ngaraf, le président de la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, vous êtes de façon récurrente sur le terrain à la rencontre des populations, surtout des zones inondables. Alors, plusieurs populations déjà gagnées par la psychose, avec des chantiers qu'elles disent être à l'arrêt. Certainement, vous avez effectué une petite tournée sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, merci Barthélémy. Permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et auditrices et également partager les points de vue de mon co-débatteur.
Et comme il a dit, nous appelons synergie des acteurs pour l'assainissement dans la banlieue. Parce que nous estimons que l'assainissement est la seule solution. Et à ce niveau, il faut dire que les Sénégalais ne sont pas contre le déguerpissement s'il constitue une solution pour effectuer un assainissement à même d'éradiquer définitivement les inondations au Sénégal. Barthélémy, c'est vraiment dommage que depuis 2005, aujourd'hui on est en 2024, c'est-à-dire 19 ans après, qu'on continue à parler du même problème des inondations. Cela est d'autant plus dommage et regrettable que la gestion des inondations a déjà coûté aux Sénégalais des centaines, pour ne pas dire des milliers de milliards. Nous avons connu le plan Djahaï, 52 milliards largement dépassés par la suite. Après, on nous a vendu un autre plan, appelé plan de lutte contre les inondations, avec 767 milliards. Sans compter maintenant les sommes d'argent, les lourdes sommes d'argent englouties dans le cadre des plans Orsec. 19 ans après, on continue à ne pas lutter contre les inondations. C'est vraiment regrettable. Nous estimons que l'État doit s'inscrire, comme l'a dit mon co-débatteur, dans une dynamique. Donc vous pensez que toute cette manne financière débloquée n'a pas servi à grand-chose, ou alors il y a eu un détournement d'objectifs? Non, ça a servi à quelque chose, mais je reprends votre mot, ça n'a pas servi à grand-chose. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se fixe un objectif. L'objectif, c'était quoi? Éradiquer les inondations au Sénégal. On n'avait pas dit diminution ou résilience. On avait dit éradication des inondations au Sénégal. Mais ce n'est pas seulement qu'au Sénégal qu'il pleut. Il pleut dans d'autres pays, peut-être même à des quantités qui dépassent largement celles que nous en serons. Mais pourquoi dans ces pays il n'y a pas d'inondation? C'est parce que il y a effectivement un assainissement. Et pour compléter un tout petit peu mon co-débatteur, l'État doit avoir le courage de restituer certains quartiers. Et les gens, ils ne sont pas contre cela. Rappelons-nous que depuis 2005, nous connaissons le déguerpissement, ce qui a expliqué aujourd'hui le plan Djahaï. Mais le problème qui se pose, c'est que le déguerpissement de 2005-2006 a fait beaucoup de dégâts. Barthélémy, savez-vous que jusqu'à ce moment, à ce jour, à cette date, à cette minute, il y a 386 familles qui ont été déguerpies entre Guédiawaye, Pikine et Yeumbeul, et qui, jusqu'à aujourd'hui, courent derrière leur maison. Déguerpies pourquoi? Déguerpies dans le cadre de la lutte contre les inondations, parce que les espaces qu'elles occupent, ces familles-là, devraient permettre la construction de bassins de rétention, ou en tout cas de passage de tuyaux dans le cadre du drainage des eaux vers la mer. Mais concrètement, vous les véritables acteurs, qu'est-ce que vous recommandez aux autorités? D'insister sur l'assainissement? Qu'est-ce que vous recommandez concrètement? Exactement, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de restructurer les quartiers. Ça, c'est deux. Deux aussi, développer une bonne politique d'aménagement et d'assainissement. Le problème des inondations relève d'abord d'un manque de vision en termes d'aménagement, mais également de bonne politique d'assainissement. Il faut que l'État accepte sincèrement et franchement d'en finir avec les inondations. Mais on ne peut pas chaque année dépenser de l'argent et ces argent dépensés ne nous épargne pas encore de plans Orsec. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Babacar Mbaye Ngaraf. Abdoul Aziz Faye, le Premier ministre qui a réuni son gouvernement, ou qui réunit son gouvernement à l'instant même, pour se pencher justement sur la prévention et la gestion de ces inondations. Qu'est-ce que vous attendez quoi au juste? Encore de l'argent pour lutter, ou qu'est-ce que vous attendez concrètement comme solution? Oui, plutôt des stratégies durables. Effectivement, ces stratégies durables, pour la mise en œuvre, il nous faut au moins de l'argent. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur, on a eu pas mal de oui, parce que depuis lors, on sort, chaque hivernage, on sort de l'argent, c'est des milliards, et à l'arrivée, la situation reste en l'état. C'est ce que je voulais dire, parce que vous savez, le dernier plan, je ne ferai pas l'historique depuis 2005, mais le dernier plan décennal, qui a coûté 767 milliards à l'État du Sénégal, mais qu'est-ce que ça a servi? C'est vrai, ça a servi à quelque chose, mais ça n'a pas servi à grand-chose. 767 milliards, mais si on le faisait carrément avec des solutions durables... Et malheureusement, sur le terrain, on constate des chantiers qui étaient destinés justement à la lutte contre ces inondations, mais qui malheureusement sont à l'arrêt. Mais c'est des chantiers inachevés. Ouais.
des chantiers inachevés. Et là aussi, ça pose problème. Quand les chantiers sont inachevés, mais vous venez régler un problème, mais vous en causez plus. Parce qu'avec ces canaux béants-là, effectivement, et des chantiers inachevés, mais les populations sont lésées. Mais aujourd'hui, nous, concrètement, ce que nous attendons de ce conseil interministériel, Barthélémy, c'est que le gouvernement puisse trouver en tout cas des stratégies durables pour régler de manière définitive ces problèmes d'inondation. Vous savez, je ne sais pas, quand vous ne vivez pas ces inondations, Barthélémy, vous ne pouvez pas avoir comment est-ce que ces populations en souffrent. Surtout que les services de la météo annoncent un hivernage pluvieux encore. Oui, cette année, ça a annoncé un hivernage très pluvieux, ce qui a causé en tout cas toute cette peur bleue-là au niveau des zones névralgiques. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir peur, parce que aussi les conséquences des inondations sont désastreuses. Aujourd'hui, ce que le gouvernement devrait faire à l'issue de ce Conseil des ministres, c'est essayer d'aller un peu plus vite, essayer de dégager une enveloppe conséquente et veiller sur la gestion. Il ne faudrait pas que, effectivement, ces détournements d'objectifs que nous avons connus dans le passé, que ces choses-là puissent revenir. Sinon, chaque année, on sera dans le même scénario. Ça, je crois que ce serait véritablement dommage pour un pays comme le Sénégal. Ouais. Merci beaucoup Abdoul Aziz Faye. Babacar Mbaye Ngaraf, je termine avec vous justement sur ce conseil interministériel qui se tient. Vous, en tant qu'acteur dans le cadre de la lutte contre ces inondations, quelles sont vos attentes? D'abord, il faut que nos nouveaux gouvernants-là inscrivent leurs actions dans une logique de solutions structurelles en lieu et place des solutions conjoncturelles. Mais en attendant, pour la gestion de cet hivernage-là, annoncé par la météo et tous les services compétents très pluvieux, il nous faut développer des stratégies de lutte contre les inondations telles que le curage des bassins de rétention, l'écrêtage des bassins, le curage des caniveaux, l'écrêtage des bassins et le déblaiement de certaines zones pour permettre le ruissellement naturel. Vous savez, mais l'eau a un chemin naturel, mais aujourd'hui, beaucoup de ces chemins sont bloqués du fait de travaux en cours. Et ensuite, parachever ces travaux-là, le temps qu'il nous reste de l'hivernage. Maintenant, pour revenir à des solutions d'urgence, il y a une direction, je pense que la direction, on a fait, qui doit s'atteler à des tâches pré-hivernales, telles que, comme j'ai dit tantôt, écrêtage des bassins, le curage des canaux et tout. Des canaux. Mais de toute façon, on ne les a pas encore vus sur le terrain. On attend maintenant que les premiers pluies tombent, que les Sénégalais soient encore dans les désarroi pour essayer de lancer un plan hors sec. Ça, c'est inadmissible. Il faut que les gens arrêtent un peu de la politique pour se consacrer à leur mission régalienne. Merci beaucoup Babacar Mbaye Ngaraf, le président de la synergie des acteurs pour l'assainissement dans la banlieue. Merci également à Abdoul Aziz Faye, coordonnateur national de la plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement. C'était Point de Vue. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Au micro, c'était Barthélémy Ngom. À la technique, Aliouba, digital Maïssa Mbaye. L'info revient dans moins de 12 minutes à 13h, un journal en Wolof avec Eladji Ndiogou Diène.